Bonjour, vous êtes à l'Institut des libertés médias. C'est une émission dans la catégorie En toute liberté. Et le but de ces émissions, c'est d'amener des gens qui connaissent le sujet et qui n'ont pas peur de parler. Parce que je me suis rendu compte avec stupéfaction maintenant, en tant que vieux scientifique, parce que j'essaye d'utiliser la méthode scientifique dans tous mes travaux, qu'il y avait des faits de droite et des faits de gauche maintenant. On ne peut plus même se mettre d'accord quand on discute avec des gens de bonne compagnie, quels sont les faits. Vous savez, autrefois, la logique, c'était, on décidait de quels étaient les faits, on essayait de comprendre pourquoi on était là où on était, et puis on essayait, à partir de là, de déterminer ce qu'il fallait faire dans le futur. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde tout à fait extraordinaire, où il y a deux diagnostics, des faits de droite et des faits de gauche, et au milieu, vous avez l'impression qu'on est dans un monde de fous, puisqu'il ne peut pas y avoir des faits de droite et de faits de gauche, il ne peut y avoir que des faits. Et dans ce monde de fous, j'ai l'impression que les pensionnaires de l'asile de fous ont pris le contrôle de la situation. Donc, quelque part, on va essayer de rétablir quels sont les faits sur les éoliennes dans cette émission, et je laisse mes deux invités se présenter, dont l'un des deux a écrit un livre, c'est Fabien Bouclé, qui s'appelle « Éolienne, la face noire de la transition écologique ». Et là encore, ce sont des faits, des réalités, et vous pourrez vous faire comme ça une opinion par vous-même. Parce que notre but n'est pas de vous endoctriner, encore une fois. C'est pas notre but, on n'a rien à vendre ni rien à acheter. On essaye simplement d'amener aux gens les informations dont ils ont besoin pour agir en citoyens de qualité. C'est tout. Donc, messieurs, Fabien, à vous. Eh bien, en fait, ça fait une dizaine d'années que je combats contre les éoliennes, à la fois sur terre et en mer. J'ai eu l'occasion à la fois de dénoncer la corruption dans l'éolien, en lien avec le service central de prévention de la corruption du ministère de la Justice, qui a émis une alerte en 2014. Et puis, j'ai réussi également à contraindre le gouvernement à renégocier les tarifs de rachat de l'éolien en mer, qui a conduit à une économie de l'ordre de 10 milliards d'euros, j'avais découvert que le tarif de rachat des éoliennes en mer était placé à 220 € le mégawattheure, alors que le tarif spot est de 45 € le mégawattheure. Maintenant, il est un peu moindre. Et qui paye la différence? Le consommateur? J'avais établi, et ce chiffre a été confirmé par la Commission de régulation de l'énergie, que la subvention totale pour les seuls 6 parcs éoliens entre le Tréport et Noirmoutier, la subvention totale était de 40 milliards d'euros. Au total. Payée par le contribuable. Au total sur 20 ans. Et sachant que le raccordement allait aussi être à la charge des contribuables au travers de la TURP, qui est une taxe qui est la taxe du réseau électrique. La turpitude, vous voulez dire. Exactement, la turpitude. Et donc, tout ça, ces années de combat en tant que militant écologiste, eh bien, je l'ai traduit dans un livre qui a été publié l'année dernière aux éditions du Rocher, et où je fais, dans le cadre de dizaines de chapitres, l'étendue, l'état des lieux de la problématique de l'éolien sur ces matières non recyclables, par exemple, ou polluantes, jusqu'à l'infiltration de Cosa Nostra établie dans le secteur éolien au niveau européen. Donc j'explique avec les grandes condamnations qui ont eu lieu en Italie depuis quelques années, avec le représentant de Cosa Nostra dans l'éolien qui s'appelle Vito Nicastri, qui est le représentant suprême du chef suprême de Cosa Nostra, qui s'appelle Derrado, qui a disparu depuis 25 ans. La Cosa Nostra, c'est la mafia. Hein. C'est la mafia la plus influente. C'est celle... la mafia sicilienne. La mafia, exactement, celle qui avait pris le leadership après l'affaire Corleone. Et c'est les descendants de Corleone qui ont justement, sont devenus des mafieux en col blanc. C'est là où on apprend toujours quelque chose dans ces émissions. J'étais toujours persuadé que Bruxelles était une mafia. Mais maintenant, je suis content d'en avoir la preuve, si vous voulez. Alors donc ce livre fait cette synthèse aussi financière, hein, puisque j'ai un chapitre concerné quand le vent se transforme en argent, qui est la reprise d'un rapport que j'avais communiqué à la Commission des finances de l'Assemblée nationale, puisqu'en fait, l'Assemblée nationale a émis un rapport sur le coût de l'éolien, et un des représentants de la Commission m'avait appelé pour lui faire une petite note que j'ai faite de 15 pages, et je l'ai retraduit au plus grand public dans mon livre, qui est ce chapitre. Voilà, donc... Merci beaucoup. Maintenant, on va se tourner vers le deuxième, qui lui est un homme... Qui est cher à mon cœur, parce qu'il est de la région de Bordeaux, si vous voulez. Moi, j'ai une petite faiblesse pour tous les pays où on joue au rugby. Hein, donc, dès que ça joue au rugby, c'est là où ça parle. Dès qu'on joue au rugby, c'est là où civilisation commence. Quoi.
Donc, alors, vous ne nous parlez pas de rugby, mais vous nous parlez un petit peu d'éolien qui vous êtes. Oui, ben, je suis le président du mouvement de la ruralité, ancien parti Chasse-Pêche Nature Tradition, mais ça fait 25 ans que je suis de près l'éolien, de toute la France d'ailleurs, hein, du Pas-de-Calais, avec des représentants à moi qui ont suivi toutes les péripéties du Tréport et consorts, hein, et jusqu'à ma région d'origine, sur la partie Poitou-Charentes, où Ségolène Royal a ouvert grand les portes, mais j'ai été doublement impacté parce qu'en réalité, sur ma circonscription du nord bordelais, le Blayais qu'on appelle, j'ai eu la chance d'avoir un parlementaire du Parti Socialiste qui était copain avec le président de l'entreprise Valorem, M. Grandidier, qui est une entreprise de Béglaise, mais pas pour le rugby, hein, là c'est pour mettre ces fameuses éoliennes, et pour lequel j'ai suivi tous les débats à l'Assemblée qui consistaient, par ces deux gars, à simplifier autant que se peut la mise en place des éoliennes pour aider cela, même quitte à passer à mettre des éoliennes à 350 mètres d'une habitation. Ça a été retoqué, heureusement, ils ont mis à 500, mais alors qu'aujourd'hui, ça devrait être au moins 1500 mètres, et je dis 10 fois la hauteur, quand on sait les problématiques que génèrent ces éoliennes. Donc c'est un vrai travail de fond que l'on mène contre des entreprises colossales, parce que là, il y a énormément d'argent. Quand ils parlent de mafia, effectivement, j'étais allé en Sicile, moi, juste à l'émergence des premières éoliennes, où on achetait les terres agricoles, là où on produit tous les fruits, tout le grenier de l'Italie et sur la Sicile, et on remplaçait tout ça par des éoliennes parce qu'on faisait blanchir l'argent de la mafia. Mais en France, c'était pas mieux. Il y avait quelques projets d'éoliennes. Je connais quelques sphères particulières qui ont tendance à fructifier les larcins. Venaient de suite proposer des achats de terrain en doublant la somme, hein, c'est-à-dire une partie en liquide, l'autre partie chez le notaire, pour ensuite pouvoir bénéficier du rapport juteux des éoliennes. C'est quand on parle aussi après des malversations ou des abus de pouvoir par certains maires et conseillers municipaux qui voyaient d'un très bon œil mettre des éoliennes sur leur terrain et en tirer un juteux. Ce qu'il y a d'extraordinaire de ce qu'on met dans les éoliennes, c'est que finalement, c'est absolument pas des tarifs de marché. C'est-à-dire qu'on met un tarif extraordinairement élevé, et dans le fond, si je comprends bien, c'est EDF qui paye la différence, ou quasiment. Et la pauvre EDF se retrouve ensuite massacrée en bourse, personne ne comprend pourquoi. C'est le citoyen qui paye, c'est même plus EDF. En fin de parcours, c'est le client d'EDF qui paye, c'est-à-dire vous et moi. Oui. Quoi. Je peux vous expliquer de manière très synthétique. Allez-y. En fait, vous avez pour l'éolien sur Terre un prix garanti de 83 € le mégawattheure. D'accord. Donc, quel que soit le prix spot. Donc, le prix spot, le tarif spot, c'est un prix de la bourse EPEX-Spot et qui est fixé tous les jours. Et en 2017, il était à 45 € le mégawattheure. En 2018, il était à 39 € le mégawattheure. Donc le tarif spot évolue. Pendant le Covid, comme on n'avait pas besoin d'électricité, le tarif spot est tombé à des prix de 20 € le mégawattheure, voire même des prix négatifs, quand on doit payer pour donner l'électricité. Le fournisseur d'électricité doit payer, c'est le cas d'EDF. Ça veut dire qu'on était en surplus d'électricité, que les centrales nucléaires devaient cracher, voilà. Et qu'elles payaient pour que les gens le prennent. Voilà. Et donc, comme il y a l'effet prix garanti, les promoteurs éoliens, ça n'est pas un surcoût sur le prix spot, mais c'est un prix garanti. Donc, si le prix spot est à 20 € le mégawattheure, la subvention est de 60 € le mégawattheure. Si le prix spot tombe à 10, il est de 70. S'il est à 40, il est de... Donc, plus le prix de l'électricité baisse, plus les promoteurs éoliens gagnent d'argent. Mettre plein les fouilles. Exactement, puisque c'est le principe du prix garanti. Et il n'y a aucun risque pour eux. Aucun. Attendez, je voudrais faire un truc, parce que j'ai toujours dit que le capitalisme était un système merveilleux, parce que celui qui prenait le risque, il risquait de tout perdre. Vous savez, ce qu'on appelle mettre sa peau en jeu, quoi, en quelque sorte. Tandis que là, ces gens-là, ils ne prennent aucun risque. Non. C'est du capitalisme de connivence, c'est-à-dire la chose du monde qui se rapproche le plus du vol. Alors, donc, on ira plus loin, si vous le voulez bien, tout à l'heure, sur la raison pour laquelle, donc, les élus, qui sont à l'origine des lois, et leur proximité avec les promoteurs éoliens. Ils sont à leur conseil dès qu'ils prennent leur retraite, non ? Ouais. On le verra avec notamment François Brotte, député qui a libéralisé les éoliennes. Pour l'éolien en mer, les 6 parcs éoliens, je l'ai dit, on a un prix spot de 45 € le mégawattheure et on avait un tarif à 220 € le mégawattheure. Pour elles ? Pour les éoliennes en mer. Parce qu'elles étaient en mer. Oui. Oui. Donc,
Là, ça a un peu creusé. J'ai fait poser des questions écrites à l'Assemblée nationale. J'ai fait poser des questions écrites par l'Assemblée. J'ai fait poser des questions à l'Assemblée nationale. J'ai écrit des articles sous pseudo. J'ai un peu brûlé dans les brancards. Parce que j'ai un pseudo anti-éolien qui s'appelle Louis Marin, avant que j'écrive mon livre, mais c'est pour des raisons techniques, c'était pas pour des raisons de me cacher, parce que j'ai fait beaucoup de choses indépendamment, donc c'est Louis Marin dans Économie Matin. Voilà. Et, eh bien, donc, on voit 40 € le mégawattheure, 220. Donc, le gouvernement a dit aux promoteurs éoliens, c'est quand même un peu trop, faudrait qu'on renégocie. Ils ont fait une publicité ensemble. D'ailleurs, je pense que c'est limite en termes d'entente illicite, je dis ça comme ça, parce que tous les promoteurs éoliens qui avaient eu les appels d'offres se sont réunis pour maintenir leur niveau de subvention à un niveau élevé. Le gouvernement avait dit, si vous ne tombez pas à 90, 100 € le mégawattheure, on arrête tout. Et il y a eu une forte négociation, et Nicolas Hulot en était un homme clé, et Nicolas Hulot a obtenu que le tarif soit à 180 € le mégawattheure, raccordement inclus. Donc en fait, on est passé de 40 milliards d'euros de subventions au total pour l'éolien en mer à 30 milliards d'euros. Sauf que, avec le Covid... Il a pu s'acheter une nouvelle voiture d'occasion, j'espère. Le tarif spot est tombé. Le tarif spot est tombé, donc il est tombé jusqu'à 20 € le mégawattheure pendant la crise du Covid. Et avec la baisse du pétrole et avec la baisse de la demande d'électricité, le tarif spot a baissé. Et donc le niveau de subvention des éoliennes en mer prévu commence à réatteindre le niveau avant la négociation. En tout, la commission des finances de l'Assemblée nationale, la commission de régulation de l'énergie, ainsi que la Cour des comptes, on peut dire, c'est pas les mêmes chiffres, mais on peut dire que globalement, les subventions totales dans l'éolien, c'est de l'ordre de 100 à 150 milliards d'euros pour les années passées, plus pour les engagements pour les années qui viennent. À ceci s'ajoute... C'est-à-dire à peu près combien par an ? Faut compter à peu près entre 8 et 10 milliards. Donc si je comprends bien, entre Charles Prats, que j'ai reçu ici pour l'histoire de 50 milliards qui ont été barbotés dans les trucs sociaux, plus les 10 à 20 milliards, etc., oui. On a réglé le problème du déficit budgétaire. Tout à fait. C'est ça. Et on n'a plus de déficit. Attendez Charles. C'est quand même à ceci s'ajoute le fait que, comme vous avez des petites unités de production d'électricité disséminées en France, à différence d'une entreprise nucléaire ou d'une usine au pétrole ou au gaz, on est obligé de changer les raccordements. Et donc RTE est obligé d'engager 50 milliards d'euros pour changer et remoderniser le réseau électrique pour adapter avec l'installation des éoliennes. Je tiens le chiffre, ça ne vient pas de n'importe où, de Delphine Batho, qui était intervenue à l'Assemblée nationale sur le thème lorsqu'elle était ministre de l'écologie. Et à ceci, on ne compte pas, parce que dans la commission d'enquête et la commission des finances qui avait établi cette question, je ne compte pas là-dessus le trafic des certificats carbone que génèrent les éoliennes. C'est-à-dire qu'on a une opacité la plus totale sur les carousels de certificats carbone que générait l'installation d'une éolienne. Parce qu'a priori, le fait d'installer une éolienne permet aux producteurs d'électricité d'origine éolienne de toucher des certificats carbone. Donc, on a un scandale absolument édifiant. Et pourquoi on ne m'a pas proposé d'avoir des éoliennes, moi ? Parce que ça a l'air bien, ce truc, pour un financier. Vous prenez aucun risque, vous gagnez plein de fric. Où est le problème, quoi, je veux dire faut regarder hein. le patrimoine financier de monsieur le patron de Valorem est quand même pas mal. Ça fructifie bien en très peu d'années. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que lorsque Julien Aubert, le député Julien Aubert, président de la commission, donc il a fait ouvrir une commission d'enquête parlementaire sur le sujet, et lorsque la société Olres, il a demandé à la société RES des informations sur leur mode de fonctionnement, eh bien, en commission d'enquête, alors qu'une commission d'enquête vous prêtez serment, ils ont précisé, si vous continuez à nous poser des questions, nous allons vous poursuivre judiciairement. La commission ? Le promoteur éolien a menacé le président de la commission d'enquête parlementaire de poursuite judiciaire au titre des informations qu'il demandait sur le mécanisme financier de la société. Alors qu'il ne vit que de subventions. Exactement. Et d'ailleurs, ça a été souligné dans le rapport de la commission d'enquête sur les fonds propres des sociétés éoliennes. La question qui était posée par le président de la commission, Julien Aubert,
Comment se fait-il que vous avez débuté avec tant de dizaines de milliers d'euros et qu'aujourd'hui vous avez 15, 20, 30 millions de fonds propres? Je ne me rappelle plus de la société. C'était pareil, c'était une autre société. Maintenant. Voilà. Enfin, personnel, parce que la société en a encore plus, mais la famille. Voilà. Écoutez, ça c'est passionnant, donc on voit le côté extrêmement utile et bénéficiaire à la nation et tout, et là encore je rigole. Mais maintenant j'aimerais que vous nous parliez un petit peu, des dégâts que ça fait à l'échelle des petites communautés rurales. Parce que vous m'avez raconté des histoires qui sont absolument effrayantes. Aujourd'hui, au niveau humain, je parle. Là, on parlait d'argent, on parlait d'installation. On a des milliers d'associations en France aujourd'hui qui se lèvent sur tout le territoire face à cette industrie qui est aujourd'hui, dont le législateur a favorisé l'implantation sur tout le territoire. A tellement favorisé l'implantation qu'il n'y a aucun recours possible pour les pauvres citoyens, mais même un préfet aujourd'hui peut se retrouver débouté devant le tribunal, car aujourd'hui, mettre une éolienne, c'est un propriétaire, un industriel et le tribunal à la limite. Mais vous n'avez plus d'interlocuteurs. Les élus du terrain n'ont plus droit de citer, le conseil départemental non plus, la région non plus. C'est l'industriel, le propriétaire, point barre. Si vous n'êtes pas d'accord, si le préfet n'est pas d'accord et que l'industriel veut faire la tête dure, on va aller dans le tribunal. Écoutez, le législateur a dit compensation environnementale, je compense. Là, ici, je n'ai pas d'impact, je peux mettre mes éoliennes. Effectivement, monsieur, vous avez raison, monsieur le préfet, excusez-moi. Et c'est arrivé 2 fois déjà où l'industriel est passé outre toutes les instances représentatives de l'État, des citoyens. Et derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? On est capable d'en mettre maintenant n'importe quoi devant un cimetière. Attendez, je vous arrête une seconde. Donc vous êtes en train de dire que ces gens sont exorbitants du droit commun. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent, quoi. Oui. Par l'action, ils sont exorbitants du droit commun. On leur a donné un truc où on ne peut même pas faire appel. C'est ça. Il faut même supprimé. Voilà, alors il faut savoir qu'effectivement, il y a encore quelques années, on pouvait recourir contre les parcs éoliens, les centrales éoliennes, au tribunal administratif, cour administrative d'appel et conseil d'État. Désormais, on ne peut plus aller au tribunal administratif. C'est fini. On ne peut plus. On va directement à la cour administrative d'appel. Et qui a décidé ça? Le législateur. Le législateur. Enfin, très exactement, une ordonnance du ministre de l'écologie. Mais qui n'est pas passé, si c'est une ordonnance, c'est pas passé devant le Parlement. Non. Et là, il y a un projet dans le cadre de la loi ASAP qui est en cours de discussion, où il y a eu un amendement d'un député de La République En Marche qui propose de supprimer le second degré de juridiction pour l'éolien en mer. Et on sait ce qu'il adviendra, parce que ça passera également pour l'éolien sur terre. Et donc, les recours contre l'éolien se feront directement au Conseil d'État, sans premier degré de juridiction, sans second degré de juridiction. La traduction de cette... Est-ce que ça existe ailleurs en droit? Ça, on va voir. Mais... Non, mais écoutez, on a bien compris, c'est la traduction de l'opposition sur le territoire des citoyens français qui s'intéressent à la problématique, donc non seulement sur la perte immobilière, sur les effets par rapport à leur paysage, les effets stroboscopiques, etc. On a essayé de museler tout ça. Donc on leur a dit maintenant, fini d'aller au tribunal pour rien, vous allez commencer à payer. Donc il faut trouver les fonds. Et quand ce sont des simples citoyens d'un hameau, vous voyez un peu le coût que ça génère d'aller devant la cour d'appel. Mais après, les condamnations aujourd'hui sont en train de monter. Parce qu'on leur a fait comprendre que c'était de l'abus que de venir contester une décision de mettre des éoliennes. Donc les gars se retrouvent avec des amendes à 5 000 €. Donc non seulement il faut qu'ils payent pour aller devant un tribunal, faire valoir leurs droits, et en plus ils se retrouvent condamnés à 5 000 €. On est en train de manipuler tout ça pour que les gens maintenant ne puissent plus s'opposer à l'éolien. Démocratiquement. Démocratiquement. Voilà, on a un déni de démocratie sous prétexte de cette religion du climat, on est en train d'installer une dictature verte. C'est scandaleux. Où on empêche tout recours possible. Et d'ailleurs, Denis Baupin, le tristement célèbre Denis Baupin, avait précisé que il fallait qu'on puisse installer des éoliennes aussi facilement qu'un abri de jardin. C'est ça. Et voilà où on en est aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, plus de possibilité de s'opposer. Et Dieu sait que c'est déjà compliqué quand on est simple citoyen et qu'on vient de découvrir un projet d'éolienne face à chez soi ou dans sa commune, parce que déjà l'information arrive difficilement, qu'il faut créer une association, qu'il faut avoir les fonds maintenant pour aller devant une juridiction, qu'il faut pouvoir construire toute cette opposition. Et malgré tout ça, les promoteurs faisant dire que entre le début du projet et la mise en place des éoliennes, il faudrait 5, 6, 10 ans et que c'était insupportable. Il fallait pouvoir maintenant les mettre en place très facilement, supprimer le caractère ICPE, enfin, autrement dit, semer des éoliennes.
C'est installation classée. Classée qui permet d'avoir un degré de dossier plus poussé sur l'impact environnemental, sanitaire, etc., même si aujourd'hui... Je peux rappeler, faire un tout petit retour en arrière. Bien sûr. Avant l'arrivée de François Hollande au pouvoir, qui, je vous le rappelle, le soir de son élection, avait sur son bureau une petite éolienne miniature pour bien symboliser que son mandat allait être un mandat des promoteurs éoliens. Avant, pour installer une éolienne, il fallait créer une zone de développement éolien, sur lequel on avait ce tarif subventionné que j'évoquais tout à l'heure, déposer un permis de construire, déposer une demande ICPE, et une fois qu'on avait tout ça, on pouvait construire une éolienne. François Hollande a réglé tout ça avec François Brottes. François Brottes, député, il a supprimé les ZDE, il a supprimé la règle des 5 mâts, parce qu'il fallait minimum 5 mâts pour pouvoir installer des éoliennes, pour éviter le mitage. Il a totalement libéralisé les éoliennes dans notre pays, totalement, avec la complicité de Denis Baupin, qui était et Philippe Plisson. Et voilà. François Brottes, une fois qu'il a accompli sa mission, en tant que député, a été nommé président de Réseau Transport d'électricité, RTE, c'est-à-dire la société appartenant à EDF, chargée de faire les fameux raccordements des éoliennes avec le réseau, chargée de dépenser ces 50 milliards d'euros pour refaire le réseau électrique. Et comme il n'a plus l'âge, le François Brottes, eh bien, il vient d'être nommé à la Cour des comptes. La Cour des comptes qui avait fait son rapport en 2018 en alertant sur le coût de l'éolien. Donc je pense que maintenant, les rapports sur l'éolien vont être, je présume que les rapports vont être rédigés par François Brottes. On le voit, on a un mécanisme total qui fait que depuis la loi dite Brottes, on a totalement libéralisé les éoliennes et supprimé toute voie de recours. On est aujourd'hui dans une dictature de l'éolien qui ne fait plus un doute. Et la loi ASAP, actuellement en discussion, est en train de confirmer ce point. Loi qui prévoit, dans l'article 26, le fait que les promoteurs éoliens pourront commencer les travaux d'éoliennes avant d'avoir l'autorisation environnementale du préfet, premièrement. Et autre loi qui dit qu'on supprimera la cour administrative d'appel comme degré de juridiction. Je ne suis pas un bout de feu ni un va-t'en en guerre, etc. Mais tout ça appelle des bâtons de dynamite, je veux dire. C'est à un moment le peuple va se révolter. Ben, ce sont les propos de certains élus maintenant un peu sur l'arc méditerranéen. Oui, Robert Ménard, effectivement, est intervenu récemment en des termes peu fleuris sur le sujet. Il y a d'ailleurs, mais ça, évidemment, on ne peut pas le cautionner, il y a des mâts de mesure très régulièrement, des mâts de mesure éoliennes qui sont démontés, oui, ça c'est régulier. Et puis il y a eu plusieurs attentats, il y en a eu une dizaine contre des éoliennes, qui sont le fait plutôt de réseaux, parce que je reviendrai sur la question de la sociologie de l'anti-éolien, qui sont plutôt des réseaux d'anarchistes libertaires de gauche, d'extrême gauche, qui ont trouvé un système que je ne connais pas. Et d'ailleurs, on ne peut pas cautionner la violence, mais moi je la comprends. Je veux dire, il y a un moment, quand on supprime les règles, je me rappelle que dans la Déclaration des droits de l'homme, la répression, la résistance à l'oppression est un droit de l'homme fondamental. Encore une fois, il faut revenir au rugby, qui est la source de toutes les bonnes règles. C'est que quand l'arbitre ne fait pas son boulot, il se passe des choses sous la mêlée que la morale peut réprouver. Alors on a choisi un autre combat. Alors évidemment, lui il le fait avec l'écriture, moi je le fais politiquement. On arrive à s'associer. Donc dernièrement, on vient d'offrir 1000 livres aux députés, aux sénateurs pour les informer par le livre de Fabien Mouglet sur ce qu'est l'éolien. On a repris l'opération Géranium qu'avait lancée Fabien aussi, parce que l'histoire du géranium, c'est qu'un fameux commissaire enquêteur qui était en charge d'un dossier éolien s'est trompé un peu dans ses mails et en dialoguant avec l'industriel, lui dit que M. Fabien Mouglet avait le QI d'un simple géranium. Donc vous voyez un peu qu'un commissaire enquêteur qui est chargé de mener les débats sur une possible installation d'éoliennes, est en train de travailler pour l'entreprise, alors qu'il devrait être la personne neutre en train de rédiger le rapport qui va bien. Le pire, c'est qu'on a vu que certains commissaires enquêteurs étaient formés à part, mais qui venaient pour mettre les débats? Les promoteurs éoliens. Vous voyez qu'on est dans un système qui est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que ce que vous dites est très très intéressant, parce que je crois que c'est un des grands reproches
que la population, le peuple, fait à l'État aujourd'hui. C'est qu'autrefois, l'État était perçu comme quelqu'un de neutre, comme un arbitre qui essayait de maintenir l'équilibre entre les différents joueurs, quoi. Mais aujourd'hui, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que dans le fond, tout ou partie de l'État a été capturé par des intérêts privés et sont en train de traire l'État à leur profit. Oui. D'ailleurs, dans l'affaire du géranium... C'est inacceptable politiquement. Dans l'affaire du géranium, donc il faut rappeler qu'un commissaire enquêteur doit répondre à un devoir de neutralité et d'impartialité totale. Or, nous avons évidemment, il faut savoir que si le commissaire enquêteur n'est pas neutre ou impartial, la décision pour laquelle la commission d'enquête a été ouverte est annulée de facto. Bien sûr. Eh bien, la Cour administrative d'appel de Nantes, il faut rappeler que la Cour administrative d'appel de Nantes est une cour d'exception pour l'éolien en mer. C'est la seule cour qui traite les éoliennes en mer. La Cour administrative d'appel de Nantes a précisé que le fait qu'un commissaire enquêteur traite les opposants à l'éolien de QI et de géranium ne constituait pas une atteinte au devoir de neutralité et d'impartialité. Voilà où on en est aujourd'hui dans notre pays. Voilà où on en est. C'est-à-dire que les cours d'appel, la justice, dans le fond, entérine le crime, quoi. C'est ça. Et je comprends que les citoyens soient exaspérés. Et quand j'ai fait, et il s'avère que lorsqu'il y a eu la commission d'enquête parlementaire sur le sujet de l'éolien l'année dernière, on a fait en sorte que la présidente de l'association des commissaires enquêteurs soit convoquée à l'Assemblée nationale pour traiter de l'affaire du QI de géranium sous serment, puisqu'elle était obligée de prêter serment, eh bien, elle s'est portée pâle le matin même de son audition et de sa convocation à la commission d'enquête parlementaire, ce qui peut constituer un délit pénal, puisqu'il y a une obligation. On se rappelle dans l'affaire Benalla, l'obligation qu'avait eu Benalla de venir à une commission d'enquête parlementaire. Donc on est vraiment dans une situation extrêmement grave, puisque même la présidente des commissaires enquêteurs ne veut pas venir devant l'Assemblée nationale représentant le peuple français s'exprimer sur le commissaire enquêteur qui a insulté de QI de géranium les opposants à l'éolien. On a là une dimension extrêmement symbolique de l'État et de la situation dans laquelle se trouve notre pays. Ce que vous dites est très intéressant parce que ça me rappelle quelque chose qui s'est passé sur les ondes il y a quelques jours, où j'ai écouté un journaliste qui s'appelle M. Cohen, je crois, qui travaille à Europe 1, je crois, et il parlait de Raoult, vous savez, il disait on ne peut pas faire confiance à Raoult parce qu'il a des doutes sur le réchauffement atmosphérique. Et je me suis dit, mais il est complètement idiot ce gars-là, parce qu'on peut avoir des doutes sur le réchauffement atmosphérique et être idiot pour ça, mais être un excellent médecin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, quiconque se met à douter de cette nouvelle religion de Gaïa, là, est automatiquement exclu de tout débat démocratique parce que ça veut dire qu'il est idiot. Mais j'en sais rien. En réalité, on a une politique gouvernementale qui est distillée avec des parlementaires et des industriels qui sont tous copains comme cochons. Bien sûr. Une volonté politique qui dit aujourd'hui, il faut qu'elle se décline sur le territoire. Et pour cela, on va mettre tous les outils que l'on a à notre disposition pour empêcher le peuple de se révolter ou de s'exprimer. Et donc derrière tout ça, ça arrive jusqu'aux tribunaux, même si parfois on tombe sur des commissaires enquêteurs qui sont de bonne foi, etc. Mais le tribunal a deux choses. Il a, d'un côté, la simplification de la loi, les mesures compensatoires, tout ce qui peut donner du grain à moudre pour justifier la mise en place des éoliennes. Et de l'autre côté, il y a le propre ressenti des élus qui ont bu la bouillie verte proposée par Écologie Les Verts. L'éolien, c'est propre, c'est bien. Et donc, qu'est-ce que c'est ces abrutis qui viennent le contester ? Et ça se décline jusqu'à aujourd'hui par des pauvres gars sur le territoire qui ont 350 vaches de mortes, leurs femmes malades, leurs enfants malades, et à qui on dit « circuler, il n'y a rien à voir ». Expliquez-nous un petit peu le coup des vaches mortes et tout, parce que je trouve ça très étonnant. Aujourd'hui, les agriculteurs sont les premières victimes de l'éolien, parce qu'on vient les voir, et notamment les éleveurs, parce qu'ils survivent de leur métier. On leur propose de mettre des éoliennes sur leur territoire, pour des sommes qui vont, hier qui étaient à 3 500 et qui aujourd'hui, même pour un sylviculteur, montent à 17 500 € par éolienne. Imaginez un peu quand vous gagnez 300 € par mois et quand on vous dit si vous allez arriver à la retraite, on va vous donner 17 500. Si vous mettez 3, 4, imaginez le pactole. Donc les pauvres éleveurs disent bien sûr, on s'occupe de tout. Juste une toute petite parenthèse, il faut préciser qu'en plus de cet argent qui est donné à l'agriculteur, le fait qu'ils aient des éoliennes leur crée des réductions d'impôts et des exonérations d'impôts.
le fait d'avoir sur Donc, l'exploitation en plus agricole... de subventions, Ils bénéficient. Il y a des aides fiscales. Sur les aides Il y a des fiscales. aides fiscales. Voilà, sur leur exploitation agricole, pas exclusivement sur Voilà. l'électricité d'origine éolienne. Tant que les éoliennes ne tournent pas, tout va très bien, Madame la Marquise. Dès que ça tourne, ils commencent à avoir des problèmes. Ils s'aperçoivent que leur exploitation commence à perdre 50% de production. C'est-à-dire qu'une vache qui faisait 40 litres n'en fait plus que 20. Ils commencent à avoir des vaches malades, puis un jour une vache qui meurt, plus des veaux qui naissent difformes, mortalité, difficultés. Et là, ils commencent à se dire, c'est quoi qui se passe? Donc ils ne mettent pas de suite le lien avec l'éolien, mais quand même, au bout d'un certain temps, ils disent, depuis qu'il y a les éoliennes, ben, j'ai une chute de production, j'ai une forte mortalité, et je ne comprends plus. Et donc, il va se passer 1 an, 2 ans avant d'essayer de dire, ben là, ça ne va plus, j'appelle l'industriel. L'industriel, nous, c'est pas nous, on n'a pas de problème. Donc, il se tourne vers le préfet, qui dit, le préfet, mais vous êtes sûr que ce n'est pas vous qui avez des problèmes? Votre alimentation de votre bétail, donc faites des analyses, votre propre électricité dans votre ferme, faites des analyses. Les années passent. Les dépenses s'additionnent, le manque de production fait que la propriété, l'exploitation est en train de couler à pic. Donc ils ont 2 solutions, ou se pendre, ou abandonner la ferme, ou alors après on leur met sur le dos, vous pratiquez une maltraitance animale, vous êtes en difficulté financière et on vous sort de votre propriété. Et donc aujourd'hui, on a des dizaines et des dizaines d'éleveurs avec des taux de mortalité dépassant les 300 animaux. Avec des problématiques majeures de santé. On a des habitants aussi. On a... Si ça fait du mal aux vaches, ça doit faire du mal aux humains, non? Ah oui. Ah, bien sûr. Ah ben, il y a des cas partout dans le Alors, monde. la problématique est aujourd'hui un peu multifactorielle. C'est extrêmement compliqué parce que c'est malheureux dans ce pays de ne pas avoir des scientifiques dignes de ce nom, des comités qui puissent prendre une position tangible sur le sujet, mais on a des mêmes problèmes avec certaines antennes relais. On a des mortalités entre les éoliennes, les gros transformateurs, les antennes relais, où, a priori, les failles, les champs électromagnétiques dus à des contaminations terres rares, puisqu'on a fait des analyses sur les humains et sur les animaux, on trouve la plupart entre 15 et 17 terres rares parfois, la totalité des terres rares qui existent dans le corps, pour lequel des éleveurs comme Stéphane Lebéchec ou Didier Potiron, mais une fois que la bête est morte, ils ouvrent, vous verrez à l'intérieur des nécroses partout, tout est explosé à l'intérieur, sans explication, et l'État et les préfets ne répondent pas à la situation. Et est-ce qu'il y a une association de vétérinaires qui a fait quelque chose? C'est la même chose, certains vétérinaires attestent, heureusement qu'il y a des vétérinaires d'abord très humains, qui viennent répondre de la légitimité de l'éleveur à ne pas pratiquer, ne pas être quelqu'un qui fait de la maltraitance parce animale. Parce que le vétérinaire est quelqu'un qui vit à la campagne, qui vit de la campagne, donc quelque part, c'est lui le plus proche d'un scientifique local, le vétérinaire. Le problème, c'est qu'ils sont invités juste à produire quand l'éleveur est dans la difficulté devant tout ce qu'on lui met sur la figure pour lui dire que c'est lui le coupable. Et quand il est de bonne foi, il vient attester de la bonne gestion de son client, mais c'est tout. Après, derrière, il ne comprend rien, lui non plus. Mais il ne peut pas dire qu'il y a des bêtes qui meurent de façon étonnante. S'il atteste, parce que vous savez, aujourd'hui, quand vous avez 300 bêtes de mortes, c'est pas une, c'est 300, que c'est filmé. Et morte depuis l'installation de champs éoliens. Mais que derrière tout ça, il y a eu des processus, des réunions préfectorales, des commissions, qu'on a envoyé les éleveurs se faire diagnostiquer à l'hôpital de Nantes, qui a attesté maintenant de leur électrosensibilité. Mais ça veut dire quoi, ça? Mais ça veut dire que tous ces gens sont soumis à des champs magnétiques permanents. C'est ce qu'on appelle être... Mais tout le monde est sensible à ça, non? Ah non, mais attendez, parce qu'ils ont des pathologies avec. Parce que ce qui se passe, si vous voulez, je vais compléter ce qu'a dit Eddy Pujalon. Ce qui se passe, c'est qu'on a parlé de François Brotte, le patron d'RTE. RTE est chargé des raccordements des éoliennes au réseau. Mais sauf que, comme vous créez plein de petites unités de production électrique partout en France, vous n'allez pas mettre des lignes à haute tension partout, parce qu'il faudrait parsemer la France de lignes à haute tension. Ce qui fait que RTE a pris le choix de les enterrer sous terre. Mais parfois, sous terre, elles sont à quelques mètres de la terre. Et donc les champs électromagnétiques causés par les câbles d'électricité des éoliennes, eh bien, semblent être la responsable du mal-être de ces vaches et de ces personnes. Et quand vous êtes électrosensible par les champs électromagnétiques des câbles souterrains, vous vous imprégnez des terres rares. Ce qui fait que les terres rares
et peut-être, ça on ne sait pas encore, mais comme il y a des terres rares, des métaux rares qui sont dans les nacelles d'éoliennes, donc les frottements des terres rares, ça fait des petites particules, et bien ça vient, vous imprégnez des terres rares, et comme vous vous imprégnez des terres rares, vous devenez encore plus électrosensible. Et donc ça devient terrible, et a priori, je dis ça parce que je ne suis pas scientifique, mais a priori c'est un phénomène qui se déclenche partout en France. Il y a dans l'Aisne également, parce que là on parle du dossier de M. Potiron, l'agriculteur est face à des centrales éoliennes à proximité de son exploitation et à proximité de lignes à haute tension. La preuve tangible qui semble que les autorités ont pris ou savent probablement la raison, c'est le cas de Didier Potiron, pour lequel d'abord on a fait le choix de dire à l'agriculteur, après l'avoir broyé complètement, asservi financièrement, on lui a dit écoutez, on va faire acheter votre propriété par l'industriel parce que c'est trop de bazar chez vous, ça fait la une des médias, on va arrêter. L'industriel a dit non, moi je ne veux pas paraître là-dessus, sinon ça va faire le cas pour tout le monde et ça va me coûter une fortune. Donc hors de question, sinon on paye par des différents réseaux, mais je ne veux pas que je paraisse. Dernière décision prise par la préfecture, ça serait d'arrêter la production du parc éolien, c'est-à-dire le revendre à un autre industriel, de couper le câble d'alimentation et de produire de l'hydrogène sur place. Donc, si on arrête le câble d'alimentation, c'est que quelque part par là, l'autorité reconnaît que le câble d'alimentation est probablement la source du problème qui a généré 350 bêtes de mort, faire ruiner les leveurs et qui cause des problèmes majeurs sur des gens qui ne peuvent plus dormir chez eux, qui une fois par semaine vont dormir à 30 km de leur habitation parce qu'ils sont, alors on dit c'est psychologique, excusez-moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont appelé toute la France, notamment des gens qui ont des enfants atteints de la maladie d'Asperger, dont les gamins, dès qu'ils approchent d'une éolienne, se mettent à hurler. Ils ne simulent pas. C'est comme pour les vaches, elles n'ont pas lu sur un dépliant qu'il y avait des éoliennes, c'était dangereux. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Il y a un vrai problème sanitaire qui est un scandale d'État aujourd'hui. Et il va falloir à un moment donné que les tribunaux, quand on saisisse les tribunaux, on est en train de faire des recherches scientifiques et on a des gens qui sont en train de pousser pour des laboratoires. Il faut vraiment des preuves tangibles et c'est pas aussi simple que ça parce qu'on a bien compris que dans cet État aujourd'hui, tout le monde essaie de faire passer l'éponge ou du moins de prendre les gens pour des fous alors que le bon sens paysan fait quand même qu'ils savent très bien de quelle manière ils élevaient jusqu'à temps qu'il y ait les éoliennes et qu'à partir du moment où ils avaient les éoliennes, ils ont eu des problèmes, que tous les géobiologues savent aujourd'hui que les failles, que leurs animaux qui buvaient 25 ou 30 litres n'en boivent plus que 10 par jour aujourd'hui. Enfin, il y a des choses tangibles, mais on a encore une fois de plus un lobby qui empêche l'émanation du peuple de faire valoir ses droits. Et ils n'ont pas de recours juridique ? Alors, non, enfin, puisqu'on leur a bloqué, ils ne peuvent pas, mais... Non, il ne reste que le trouble du voisinage. Trouble anormal de voisinage. Voilà. Non, mais attendez, on en est rendu là. Vous avez 350 vaches de mortes, vous avez perdu toute votre exploitation, vous êtes malade, et le seul biais juridique que vous pouvez trouver, c'est de dire qu'il faudrait faire valoir un trouble anormal du voisinage. Non, mais et le problème, c'est que la Cour de cassation vient de rendre un arrêt en disant que... Alors, il faut le nuancer, cet arrêt, parce qu'il est aussi positif. Il est négatif parce qu'il dit les éoliennes à 500 mètres, c'est l'intérêt général, il n'y a pas de trouble anormal de voisinage. Si il y a des sons qui sont inférieurs au seuil, il n'y a pas de trouble anormal du voisinage. Mais à contrario, la Cour de cassation estime quand même, c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même du bon dans cette décision, que si on trouve des éoliennes qui dépassent les seuils admis, eh bien, les promoteurs éoliens pourront être poursuivis pour... Voilà. Voilà. Les infrasons sont... C'est scandaleux. Les infrasons, pour expliquer, ce sont des sons non audibles par l'oreille humaine. Bien sûr. Et donc, ces infrasons sont la cause du syndrome éolien, qu'on retrouve dans le monde entier, je l'explique longuement dans mon livre. Et Eddy l'a évoqué tout à l'heure, la réponse des promoteurs éoliens est absolument indécente. Elle dit la chose suivante, la réponse des promoteurs éoliens. C'est un effet nocebo. C'est l'inverse de l'effet placebo. Les gens sont malades parce qu'ils ont eu des informations négatives sur les réseaux sociaux
Et donc, ils ont mal à la tête, ils ont un syndrome éolien, ils ont des problèmes de tachycardie, ils ont des problèmes même de cancer dans certains endroits. Et les vaches Et les vaches, ils regardent les réseaux sociaux, les vaches pour des raisons psychosomatiques. Et effectivement, Charles, vous avez parfaitement raison. Il y a 300 vaches qui sont mortes, c'est probablement pas à cause des réseaux sociaux. Vous voyez l'imposture. Le problème, c'est que l'Académie de médecine, le médecin chargé d'un rapport tout récent, a pris fait et cause pour la théorie de l'effet nocebo. C'est juste indécent. C'est-à-dire que des gens sont malades, des enfants aujourd'hui ont peut-être, je dis bien peut-être, des cancers pédiatriques en raison des éoliennes, et on leur répond effet nocebo, ou alors on leur dit il n'y a pas plus Il n'y a pas de cluster. Il n'y a pas de Vous cluster. avez que 10 enfants malades qui ont Voilà. un cancer pédiatrique entre 4 et 10 ans dans votre canton, ben c'est normal. Il faut préciser que là où il y a eu des enfants dont certains sont décédés, dans une école où, dans les sous-sols de l'école, ils avaient installé le câble de raccordement aux éoliennes. Et c'est un village, Sainte-Pazanne, où il y a 3 parcs éoliens qui entourent le village. Ce que vous dites là est absolument effrayant parce qu'on a donc une espèce de mafia qui traite l'État de façon honteuse avec des subventions, etc. Cette mafia a à l'évidence des liens avec le système politique, avec le système de santé, puisqu'on nomme des médecins qui ne trouvent pas ce qui devrait être trouvé. Et le citoyen ne peut rien faire. Mais c'est du totalitarisme. On n'a pas progressé. C'est-à-dire on n'a aucune possibilité d'appel. Parce que le citoyen ne peut plus se défendre. En 40 ans, on n'a pas progressé sur le scandale de l'amiante. Oui. On est dans la même configuration. Je rencontre des dirigeants d'EDF qui me disent « Monsieur Pugelon, n'allez pas comparer l'éolien à l'amiante. » Je dis « Écoutez, arrêtez. J'ai subi l'amiante, j'ai subi le sang contaminé. Et aujourd'hui, je ne veux pas subir l'éolien, mais il y a des gens qui le subissent. Et c'est le même procédé. C'est le même procédé. L'appât du gain, les copains, l'arrosage, on est devant C'est l'appât du gain, et c'est aussi la croyance extraordinaire de cette classe dirigeante française qui savent mieux que le peuple. C'est-à-dire que le peuple est idiot et qu'ils sont là pour guider le peuple. Mais le refus de considérer que j'ai peut-être fait une erreur. Cette bulle va exploser à la figure des écologistes et des animalistes. Aujourd'hui, le totem des Verts, d'Europe Écologie Les Verts, le promoteur Valorin, qui est sur la liste des européennes avec les Verts, tous les jours, on les alerte, ces gens qui se disent écologistes, le bien-être animal. Venez voir les éleveurs, venez voir ces bêtes qui meurent, venez voir les veaux difformes, venez voir les enfants malades. Pas un bruit sur l'éolien de toute la classe de l'écologie politique. Incroyable. C'est normal, puisque Europe Écologie est le parti de l'éolien. Ils pourraient d'ailleurs changer leur logo avec une éolienne. François de Rugy, ancien d'Europe Écologie Les Verts. Placé, ancien d'Europe Écologie Les Verts. Bref, les uns après les autres, ils ont été au cœur du système et ils ont permis l'évolution législative favorable aux éoliennes. Jean-Yves Grandidier, dont tu parles à l'instant, principal promoteur éolien indépendant français, est sur la liste aux européennes de Jadot. Et donc... Sans compter qu'on a affaire à des malins quand même, parce qu'ils ont même été embauchés des directeurs de la LPO, qui, pendant un temps, la Ligue de protection des oiseaux était vent debout contre les éoliennes dans les couloirs de migration, et ont réussi à embaucher quand même, comme quelques directeurs, des gens qui venaient de la LPO. Alors il a fallu beaucoup de remous pour secouer un peu M. Alain Baugrain-Dubourg dans ses adhérents pour lui dire, à un moment donné, il va falloir vous positionner un peu plus clairement. Alors maintenant, ils sont dans la contorsion, pas dans les zones naturelles 2000, mais ailleurs, il n'y a pas de problème, etc. Et puis il y a WWF. Vous êtes un financier, les frères Germain. Les frères Germain, un des frères, ils sont frères jumeaux. L'un des frères devient directeur général de WWF après avoir été responsable des fonds d'investissement dans les énergies renouvelables dans une banque française. Et son frère jumeau, Germain, est lui le patron de la Compagnie du Vent, une des principales sociétés de promoteurs éoliens, qu'il a vendu d'ailleurs à Engie, dans des conditions un peu compliquées.
Le patron d'ailleurs de WWF est décédé, il a disparu en Polynésie lors d'une opération de plongée sous-marine. Il n'en est jamais revenu. On le voit, c'est quand même des situations absolument épouvantables. Seabird International, société de défense des oiseaux en Espagne, alerte je l'explique ça dans mon livre, alerte en 2011-2012 sur les millions d'oiseaux qui sont déchiquetés. 18 millions d'oiseaux. Seabird espagnol. L'année d'après, Seabird espagnol est financé par la Fondation Iberdrola, le principal promoteur éolien espagnol. Donc, on les prend les unes après les autres. France Nature Environnement, financé par Engie, le principal promoteur éolien en mer. Il y a la LPO, on l'a dit. J'invite à regarder. Pendant le Covid, il est sorti le film de Michael Moore. Oui, il l'annonce très bien, ça. Planet of Human. Ouais. Planet of Human, qui est quand même quelque chose de vraiment prégnant sur ce qu'est aujourd'hui l'écologie politique et sur ce gars qui a été un adepte de l'écologie, qui a été partout dans les manifestations, qui s'est un jour posé la question, mais je suis devant quoi aujourd'hui? C'est quand même bizarre. Et qui a pris sa caméra et qui est allé regarder un peu partout ce qui se faisait derrière l'écologie. Dont M. Al Gore, quand même, celui qui nous a flingué les élections européennes sous l'autorité d'un État compatissant qui a dit publions une vérité qui dérange, à la veille des élections, pour manipuler encore les populations sur une planète qui allait exploser, on a été tous couverts on allait tous par mourir. les eaux, on allait tous mourir, et que ce monsieur Al Gore a vendu sa chaîne à Al Jazeera, les rois du pétrole, pour le grand monsieur écolo, et on voit derrière tout ce qui s'est passé sur l'éolien, sur la stratégie des chaudières à bois. Chaudière. Où il est effaré par ce qu'il voit, par les gens qui sont en train de préparer leur petit coup pour des finances mondiales sous l'égide de l'écologie qui en a, entre guillemets, ils en ont rien à faire. En fait, au nom de l'écologie, on détruit la planète, on détruit les forêts, puisque les éoliennes, c'est ça. Maintenant l'ONF est prête à vendre des forêts pour mettre des éoliennes, donc des puits à carbone, qui va à l'encontre des lieux où justement on peut faire en sorte de décarboner notre société, mais on détruit des arbres. Bon alors, moi je trouve ça passionnant. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est toujours la même question. Moi j'en arrive toujours à Alors on a déjà aujourd'hui près de 1500 associations anti-éoliennes en France, sous l'égide de la Fédération Environnement Durable, dont moi j'ai été d'ailleurs ancien vice-président. Est-ce qu'on ne peut pas dire à ces gens-là, en aucun cas vous ne votez pour un parti qui soutient les éoliens ou quelque chose comme ça? Les anti-éoliens sont extrêmement déterminés, on fait des cartographies extrêmement précises de cette question. Il faut faire tomber les hommes politiques qui ont soutenu tout ça. Oui, ça c'est Je crois que comme tout sujet de société, il faudra qu'ils franchissent le pas de leurs vieilles accroches, ou moi je rappelle ça les oripeaux de leur parti d'origine. Oui. S'ils veulent vraiment, demain, s'imposer sur ce sujet-là, il faudra qu'ils me rejoignent, ou qu'ils rejoignent un parti indépendant comme le mouvement de la ruralité sur cet angle-là et qu'ils soient positionnés, visibles sur le sujet. Parce que dans les élections, si on ne voit pas l'effet, hormis quelques-uns qui ont réussi des belles actions sur les municipales, quand vous avez un maire qui veut vous imposer malgré l'opposition citoyenne et que les citoyens créent une liste et virent le maire, là je dis chapeau bas parce que là, on en a eu beaucoup d'ailleurs. Ça donne des exemples. Oui. Mais dès que vous montez à la strate au-dessus, vous n'aurez pas un député opposant à l'éolien s'il est tout seul avec sa petite étiquette anti-éolien. Vous ne l'aurez pas à la région, vous ne l'aurez pas dans les conseils départementaux et encore moins au Sénat. Parce que tout ça, c'est ficelé. Donc il faut l'émanation, il faut ouvrir la porte à ces gens-là pour se structurer et peser, mais que ça se voit. Il faut leur donner une fenêtre. Alors, moi, je leur donnerai une fenêtre. Au boulot. Il y a la Fédération Environnement Durable, et puis vous avez toutes les associations de défense environnementale et patrimoniale, du type Vieille Maison Française, Demeure Historique, le SPEF, qui se battent avec les gens de la Fédération Environnement Durable. Et puis on a un phénomène tout récent, Stéphane Bern. Oui. On a depuis 2-3 ans l'arrivée dans les anti-éoliens
de gens de toute tendance politique, des députés de toute tendance politique. Je pense à, par exemple, Monsieur Battu, moi je suis allé, qui était un député de La République En Marche, je suis allé faire une conférence pour lui. Madame Laure de la Rodière, qui est plutôt au centre. Julien Aubert, qui est un vrai combattant, qui a compris et qui a bien décortiqué le problème. Vous avez Marc Le Fur. Vous avez dans Alors tout... là, je vous arrête, c'est très intéressant parce qu'aux États-Unis, il y a des groupes, vous savez, pour le Sénat ou pour la Chambre des représentants, qui relèvent les votes et qui font une espèce de classification des votes de chacun des gars. Il faudrait peut-être que vos organisations organisent une espèce d'organisation de la votation de chaque député ou de chaque sénateur. On dit celui-là, il est certainement, on ne peut pas le dire, mais il est probablement, enfin, il a d'excellentes relations avec le monde des éoliens. Celui-là, il a toujours voté contre. Alors, c'est limite. Les animalistes le font. Je ne sais pas si légalement on a le droit. De faire des phishing sur les gens et sur les votes des publier. députés, je pense qu'on peut. Ça, oui. En revanche, on a un problème de fond. Et le 29 septembre, nous avons eu à l'Interallié une rencontre absolument historique sur cette question, en réunissant différents réseaux, des financiers, des capitaines d'industrie, des leaders d'opinion de la cause anti-éolienne, pour préparer la structuration d'une nouvelle façon de combattre et de changer notre communication. Donc vous êtes totalement dans la tonalité, mais malheureusement, jusqu'à présent, la cause anti-éolienne était portée par des petites gens, des gens de la campagne rurale. Ceux dont on tuait les vaches. Les fonds de la Fédération Fédération Environnement Durable sont minimes par rapport. Nous travaillons, il faut bien comprendre que c'est David contre Goliath. Nous travaillons Je vous signale que David a toujours gagné. Hein. Mais justement, c'est pour ça que je cite cet exemple. Nous ne sommes pas des Don Quichotte, nous sommes David. Parce que nous travaillons avec une petite pierre. Ce livre contribue, cette petite pierre qu'on jette contre le front. Nous avons en face de nous des multinationales. Et nos écrits et nos saisies. Et l'opération Géranium qui met en évidence les préfets, les élus sur leurs responsabilités. Vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant, vous serez responsable. Tout à traîner fait. devant les tribunaux pour mise en danger de la vie d'autrui. C'est pour ça qu'on envoie mon livre en recommandé aux préfets en leur disant « Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas ». C'est pour ça qu'on leur dit, vous avez l'information. Et donc, nous utilisons toutes les techniques possibles pour... Est-ce qu'il y a un moyen de mettre en cause la responsabilité des magistrats ? Je sais qu'on ne peut pas remettre en cause une décision de justice. Plus compliqué. Mais ça, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que normalement, un magistrat ne fait qu'appliquer la loi. Voilà. Les plus hauts responsables, ce sont ceux qui ont simplifié la loi, ceux qui, malgré le savoir des impacts sanitaires et les abus financiers, soutiennent ces projets. Et donc, à un moment donné, sur un problème financier, je vais vous dire, on peut à la limite dire que ça va plonger la France dans un peu plus de déficit, mais un problème sanitaire, humain et environnemental, ça, c'est pas pardonnable. D'ailleurs, ils voulaient inscrire le crime contre l'écocide, mais on est en plein écocide, là. Oui. Alors, ceux qui seront responsables, là-dessus, je tiens à les alerter, c'est les préfets. Leur signature est établie dans les documents. Les réponses valent pour un jour devant le tribunal. Hein. Un jour, il est incontestable. Il y a le principe constitutionnel de participation des citoyens à la décision ayant un impact environnemental, issu de la Convention d'Aarhus. Il y a le principe de précaution, qui n'est pas ça. Il y a le danger de la vie, danger de la vie d'autrui, qui sont autant de moyens qui peuvent un jour se retourner contre les préfets qui ont signé l'implantation des éoliennes. Aujourd'hui, on va être très clair, le gouvernement donne des objectifs aux préfets qui sont bien isolés et qui se retrouvent dans la situation très très simple, soit de devenir les supplétifs des promoteurs éoliens au détriment du peuple souverain que les préfets ont délaissé sous prétexte de cette écologie politique et de la défense de la planète. De façon foudroyante, vous savez, le ministre de Gaulle, là, qui avait été le numéro 1 de la préfecture à Bordeaux et qui envoyait des pauvres enfants juifs si vous voulez, quelque part, et à un moment, les préfets devraient se poser la question, est-ce que je ne suis pas en train
d'envoyer des enfants juifs dans les camps. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a la question de la conscience. En tout cas, ça soulève la question de la conscience et de la prise de conscience. Mais à partir du moment où ils savent que ça a des effets désastreux, ils ne peuvent plus s'abriter devant le fait que j'ai reçu des ordres. C'est pour cette raison que nous envoyons en recommandé le livre parce que toutes les informations... Je remets au président du conseil régional, en main propre, devant 180 conseillers régionaux, le livre en lui disant « Monsieur, je vous invite à le lire et à prendre conscience, vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas ». Quand j'ai vu la préfète de la Nouvelle-Aquitaine, la préfète de région, je lui ai offert le livre avec un courrier accompagné, disant « Madame, maintenant que vous devez prendre vos fonctions dans notre belle région, je vous informe. Et vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas, mais je vous informe. » Je crois que l'idée de dire « vous ne saviez pas », il n'y a rien qui fait... Vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas, il n'y a rien qui fout plus la trouille à un fonctionnaire. Et aux élus. Mais attention, parce que comme nous sommes en plus des gens aguerris, on met copie à la presse. Oui. Et oui, parce que non seulement l'action, elle est en copie à la presse. Et ça vaut jusqu'au ministre. Chaque fois qu'on écrit au ministre le sujet, je mets copie à la presse. Parce qu'à un moment donné, le scandale de l'amiante, on l'a connu. Et pourtant, on en a connu d'autres. Et vous savez, quand une haute magistrate travaille pendant 10 ans sur l'affaire de l'amiante et qu'on la limoge quand elle approche de son but pour en remettre une autre pour faire encore durer, vous pouvez concevoir qu'aujourd'hui, on est comme sur le sang contaminé, responsable mais pas coupable, les fusibles, ce sera les préfets, mais jamais les donneurs d'ordre en haut. En tout cas, on va vers un scandale du vent contaminé. Oui. Comme on a vu le sang contaminé. Vous voulez dire qu'on est en train d'aller vers un scandale quasiment d'État, quoi. Oui. Mais oui. Ce n'est pas possible autrement que de laisser des gens en train d'être malades, des animaux mourir dans l'indifférence totale. Pas dans l'indifférence, avec un désir de cacher. C'est pas dans l'indifférence. Une volonté de cacher, une volonté que ça ne se sache pas. Exactement. Parce que c'est pas simplement... Il faut des journalistes indépendants, quelques-uns, il y a des journaux qui publient, malgré tout ça. Quelques revues On a eu de la chance. Il y a un peu de publicité qui se fait aujourd'hui, là. Ça monte en pression. Ça monte. Mais quand même, malgré ces reportages, malgré ces articles de presse, ça fait un peu peur, mais ils essayent toujours de s'en sortir. Toujours de s'en sortir en disant « vous n'avez aucune preuve, on continuera, on continuera ». Le point qui est quand même extrêmement grave, on parlait tout à l'heure du service central de prévention de la corruption qui avait dévoilé dans son rapport d'activité de 2014 le fait que les prises illégales d'intérêt étaient massives dans l'éolien. Les promoteurs éoliens ont essayé de faire changer la loi sur les prises illégales d'intérêt en envoyant un courrier aux députés qu'on a eu et on a empêché cette réforme. Et bien 2 ans après, ils ont réussi à faire supprimer le service central de prévention de la corruption du ministère de la Justice. Donc, c'est vous dire à quel point les pressions sont énormes. Quand le Conseil national de la protection de la nature, qui est une autorité du ministère de l'écologie, donne un avis très défavorable aux éoliennes entre Yeux et Noirmoutier, le préfet est alerté, il y a un article dans le Figaro, le préfet obéit aux ordres des industriels éoliens en donnant les autorisations d'atteinte aux espèces protégées, alors que le ministère de l'écologie, au travers du Conseil national de la protection de la nature, a donné un avis très défavorable. Eh bien, quelques mois après, on apprend que le ministère de l'écologie supprime l'avis préalable du Conseil national de la protection de la nature au titre des éoliennes en mer et sur terre. On est véritablement dans une lamination démocratique de tous les corps intermédiaires qui pourraient être un verrou à ce scandale. Et je dirais que plus nous gagnons dans l'opinion publique, plus nous avons des victoires. Mon livre s'est vendu en plusieurs milliers, une dizaine de milliers d'exemplaires en 3 mois après sa sortie. Eh bien, plus nous gagnons, plus l'offensive des promoteurs éoliens est très très forte. Et là, actuellement, est-ce le chant du cygne ? Moi, j'y crois, je suis très, très optimiste. Est-ce la fin ? Est-ce qu'en fait, ils sont en panique et donc ils font n'importe quoi ? Mais en tout état de cause, il est clair que leur action aura des conséquences juridiques et qu'il y aura des poursuites incontestablement dans les années qui viennent. Bon, écoutez, tout ça est passionnant. Notre nom, c'est l'Institut des libertés. C'est parce que les gens me demandent toujours pourquoi pas de la liberté. Et je dis, la liberté, c'est une notion totalitaire. Il n'existe que des libertés. Il faut se battre pour chacune d'entre elles. Parce que l'État veut toujours nous les brouter, nos libertés. Vous voyez ce que je veux dire ? Et l'une après l'autre. C'est-à-dire,
Donc, je crois qu'il faut revenir aux libertés locales, vraiment. Et honnêtement, je vous dis, si ce studio peut vous servir à quelque chose, pour vos diffusions, pour vos enregistrements, vous êtes les très bienvenus. Merci beaucoup. Je veux dire par là, c'est que c'est simplement des gens comme vous qui peuvent changer les choses, parce que c'est pas les gens qui sont vendus corps et âme qui vont changer quoi que ce soit. Merci beaucoup de votre accueil. Oui, bien d'accord. Oui, il faut des gens aussi comme vous pour qu'on puisse partager. C'est tout mon effort. Moi, mon but à l'Institut des Libertés, c'est de trouver des gens qui en France ont quelque chose à dire et que personne ne veut écouter. Mais des choses profondes, des choses essentielles, comme le maintien de nos territoires, la beauté de nos territoires. Enfin, je sais pas, tout ça est une chose qu'on est en train de détruire sans pour ce que j'appelle des gains à court terme, quoi. C'est complètement idiot. C'est des espèces de fadaises, de bêtises. On sait très bien que les éoliennes, ça marche pas. Et, tout ça est profondément anti-humain. Voilà. On est dans une situation, dans une société qui devient de plus en plus inhumaine. C'est ça. Inhumaine. Complètement sans pitié, inhumaine et complètement folle. Et avec... Donc merci beaucoup, je crois que... J'espère qu'on se reverra et que vous nous tiendrez au courant. Et vous viendrez ici. Ça, c'est sûr qu'on reviendra avec deux éleveurs parce qu'ils vont vous faire partager leur ressenti. Vous allez prendre le pouls de quelque chose qui est horrible. Qui est horrible. Moi, je vais vous dire, enfin, ils ont affaire à des braves gens. Hein. Je suis vraiment girondin, mais je suis fou aussi. Hein. Moi, ça ne se passerait pas comme ça. Je vous garantis que... mais franchement, enfin, ils ont voulu mettre 200 éoliennes sur le bord de l'estuaire, là où j'ai mon havre de paix. Ouais. Et je leur ai dit à toutes les réunions, vous voyez la centrale nucléaire, mais moi et les éoliennes, ou je serai mort et il y aura des éoliennes, ou tant que je vivrai, il n'y en aura jamais. Mais quitte à bloquer la centrale nucléaire, quitte à mettre le coin à feu et à sang, jamais. Il y avait un écrivain, Audiard, que j'aimais beaucoup, et il avait dit, le Christ, il a manqué une 11e béatitude. Vous la connaissez, celle de la 11e béatitude? Non. Eh bien, il dit, heureux les gens fêlés, parce que c'est par eux que passe la lumière. Ah oui. C'est pas beau, ça? Heureux les gens fêlés. Moi, je trouve ça génial. Il faut être fêlé dans la vie. Si on n'est pas fêlé... s'il n'y en a pas un petit peu, c'est fini. C'est fini. Il faut une petite dose de lumière. Donc, je suis très content d'avoir rencontré deux fêlés. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup.